Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de découvrir avec vous le TAL J8 de chez TAL Software. Le TAL J8 que nous avons sous les yeux se veut être une émulation d'un synthétiseur bien connu des années 80 de la marque Roland et qui s'appelait ou qui s'appelle le Jupiter 8. D'ailleurs, on a quelques indices sur l'interface, notamment les deux bandes rouges qu'on trouve comme ça un peu partout, la sérigraphie et puis les petites touches à la TR-808 qui sont positionnées ici, qui nous donnent une indication sur le synthé qui a été émulé. Alors, comme d'habitude dans ce revutoriel, nous allons détailler l'ensemble des fonctionnalités du synthétiseur. On va commencer en haut à gauche et puis on va terminer en bas à droite, a priori. Voilà, et a priori également, quand on aura fini ce tour, vous devriez pouvoir vous servir de votre TAL J8 sans aucun souci. Alors, pour commencer ici, on a une première indication no microtuning qui nous indique qu'effectivement, on n'a pas de microtuning qui ont été réglés pour ce pré-réglage. Juste à côté de ça, on va trouver une indication quant à la version du software et puis est-ce que c'est une démo ou est-ce qu'on est enregistré. Le premier véritable bouton de la barre d'outils s'appelle MPE, d'ailleurs ici il est enclenché. Quand on va cliquer dessus, on va permettre au contrôleur équipé de cette technologie de pouvoir interagir pleinement avec notre software, notamment en termes de modulation, et on verra ça tout à l'heure. Quand on clique sur cette barre qui est ici, qui est encadrée de deux flèches, une gauche et une droite, on va ouvrir un menu. La première partie de ce menu va nous permettre de sauver des presets, charger les presets, faire des réglages de microtuning, changer l'emplacement des presets. Il y a plein de choses à faire. On peut également engager ou désengager le programme change, le MIDI out ou même l'audio out, pourquoi pas. Donc ça, c'est la première partie de ce menu. Au centre, on va pouvoir ouvrir eh bien, le dossier qui contient les presets ou restaurer la taille originale du plug, comme ça, voilà. Et pour agrandir ce plugin, on a une petite tirette en bas à droite qui va nous permettre de redimensionner, agrandir ou même rapetisser ou rétrécir, pardon, la taille de l'interface. Vous voyez, ça marche assez bien. Il y a quelques à-coups quand même, mais finalement, ça marche assez bien. Et la dernière partie du menu déroulant qu'on a sous les yeux est consacrée, elle, entièrement aux presets qui sont rangés par dossier, ici. Vous voyez, moi j'ai créé un dossier qui s'appelle Audio Real, mais on a des designers très connus, comme par exemple Dave Polish, qui ont également fait des presets auxquels on va pouvoir accéder via effectivement ce petit menu. Alors quand on clique sur les flèches gauche et droite, on navigue directement dans les presets, hein. On ne va pas naviguer dans le haut du menu, on va naviguer dans les presets qui sont ici. Quand on clique sur cette icône ici, on va ouvrir un moteur de recherche pour aller chercher les presets, tout simplement. Donc ça, c'est nouveau. Je n'ai pas vu ça dans les autres softs de l'éditeur. Il me semble, hein, je peux me tromper. Ah, voilà, donc effectivement, ici, on va retrouver la totalité des presets en une seule fenêtre. Alors, juste à côté, ici, on va pouvoir sauvegarder notre preset sans avoir à passer par le menu, en cliquant juste sur l'icône en forme de disquette ici. On a la série de deux flèches ici qui va nous permettre d'annuler ou de refaire une opération, hein, par exemple, peu importe, mais voilà, tac, et je peux refaire cette opération. Ok. Juste à côté de ça, le bouton SC va nous permettre d'ouvrir le service control pour venir calibrer les 8 premières voix de notre synthétiseur. La fonction MIDI Learn ici va nous permettre d'affecter un contrôleur physique à une des tirettes ou un des boutons de notre TAL J8, par exemple, eh bien pourquoi pas le filtre. Donc là, je suis en train de tourner le rotatif de mon Keystep 37. Alors, il ne faudra pas oublier de désengager la fonction MIDI Learn, hein, évidemment. Avec MIDI Clear ici, on va effacer toutes les affectations MIDI Learn qu'on vient de créer. Vous voyez, je suis en train de tourner la molette physique de mon Keystep et effectivement, le bouton Cutoff est désengagé. Et avec MIDI Lock, ici, je vais pouvoir naviguer dans mes presets et conserver les affectations que je viens de créer. Fort pratique. Alors, on va maintenant s'attaquer véritablement au cœur de ce synthétiseur. En haut à gauche ici, le premier rotatif qu'on trouve s'appelle volume. Eh bien, vous l'aurez deviné, il va nous permettre de régler le volume. Ce que j'apprécie beaucoup avec cet éditeur, c'est que par nature, je peux utiliser la roulette de ma souris. Vous voyez, pour les contrôleurs, ça fonctionne tout de suite. Il n'y a pas besoin de le mapper pour le faire. Donc ça, c'est quand même fort pratique. Donc je le disais, ce premier rotatif va nous permettre de régler le volume global de notre plugin.
Le second rotatif qui s'appelle balance ici va nous permettre d'utiliser une fonction fort sympa de ce synthétiseur qui s'appelle la fonction de panel, lower panel ou upper panel. On va pouvoir faire deux réglages différents, complètement différents de l'interface pour créer un preset un peu complexe ou un pré-réglage un peu complexe. Par exemple ici sur le panneau bas, je vais pouvoir affecter, je fais un truc au hasard, hein, mais une forme d'onde quelconque, et puis sur le panneau haut, une autre forme d'onde. Et si je me positionne ici en dual, eh bien, ce rotatif va me permettre de balancer entre le lower et le upper panel, ou le panneau haut et le panneau bas. Vous voyez ? Là, j'ai effectivement bien le deuxième panneau avec la forme d'onde scie. Et puis, sur le premier panneau, eh bien, j'ai bien une forme d'onde carrée. Et vous voyez que quand je navigue entre les deux, donc balance va me permettre effectivement de doser entre l'un ou l'autre des deux panneaux, donc le panneau bas et le panneau haut. Nous verrons ça tout à l'heure dans le détail. Juste à côté de ça, on va trouver la vitesse d'exécution de l'arpégiateur, avec la possibilité de le synchroniser soit en interne ou soit sur l'horloge externe, c'est-à-dire en général sur la station audio numérique de travail, pardon. Et la petite tirette ici va nous permettre en mode synchronisé d'utiliser une subdivision du tempo mètre pour faire tourner notre arpégiateur, ou alors en mode interne, eh bien, de le régler via des réglages qui s'expriment en Hertz cette fois-ci, et non plus une division ou subdivision du tempomètre. Alors, juste en dessous de ça, on va trouver un rotatif de réglage pour l'accordage général de notre synthétiseur. Il est à noter que quand je fais un double clic sur un bouton, il revient dans sa position par défaut. Fort pratique aussi. Juste à côté de ça, on va trouver le sélecteur pour l'octave de notre interface. Alors, juste en dessous, on va trouver le mode de synchronisation. Donc, est-ce que je me synchronise à l'application haute? Est-ce que je me synchronise à une horloge MIDI? Est-ce que je me synchronise à chaque appui sur une touche? Ou est-ce que je me synchronise via le canal MIDI numéro 15 ici? Alors, juste en dessous, on va trouver un écran qui nous donne des indications sur les tirettes et puis d'autres indications. On ne va pas pouvoir faire quelque chose dans cet écran, il ne se passe rien quand on clique. On ne peut pas régler des valeurs, double-cliquer ou ouvrir des menus. Juste en dessous de ça, on va trouver le rotatif de portamento qui va nous permettre de créer un glissement d'une note vers une autre. Avec le bouton Time enfoncé, pour atteindre sa valeur maximum, la seconde note prendra exactement le même temps, peu importe l'écart entre les deux notes. Avec la petite tirette à 4 positions ici, nous avons la possibilité de régler le comportement de notre portamento. Alors, évidemment sur Off, on n'a pas du tout d'effet de portamento. Sur On, le portamento sera actif tout le temps, même si on relâche les notes entre les deux. Sur automatique, seules les notes liées vont être portamentées, je dirais. Et dans sa position la plus haute, le portamento ne sera effectif que sur le second panneau, le upper. On va voir ça ensemble. On va donc balancer ici entre les deux, comme on l'a vu juste avant. Et voici ce qui se passe. On a effectivement le portamento qui est appliqué uniquement au panneau numéro 2 ou au panneau upper. Juste à côté, on va trouver le réglage de polyphonie de notre synthétiseur. Hein. Donc on a un synthé polyphonique à 12 voix. Et on va pouvoir ici en sélectionner effectivement le nombre de voix. Alors ce qu'il faut savoir, hein, évidemment, moins on aura de voix sélectionnées et moins on va solliciter notre CPU. Alors la partie la plus basse de notre interface à gauche ici va nous permettre d'utiliser les contrôleurs physiques pour quelques paramètres. Alors, ici, on va pouvoir régler la profondeur du pitch bend. Donc évidemment, dans sa position la plus basse, on n'aura aucun effet de pitch bend. Donc là, je vais moduler mon pitch bend et vous verrez que la note va rester centrée. Il ne se passe rien. Et plus je vais monter cette tirette vers le haut, plus la molette de pitch bend aura une action profonde. Alors, il est à noter que pour atteindre des valeurs rondes, on va utiliser la touche Shift. Et
et que pour atteindre des valeurs beaucoup plus fines, on va plutôt utiliser la touche CTRL. Et ça, c'est valable pour toutes les tirettes de l'interface. Alors avec le petit switch à 3 positions ici, on va pouvoir sélectionner lequel des oscillateurs va bénéficier du pitch bend. Donc soit les deux, soit l'oscillateur numéro 2, soit l'oscillateur numéro 1. Avec la tirette VCF ici, je vais pouvoir appliquer un filtrage en utilisant la molette de pitch bend. Oui, ça vient fermer le filtre. Et puis les deux dernières tirettes ici vont me permettre d'utiliser bien les mêmes paramètres, hein, c'est-à-dire la hauteur du pitch des oscillateurs ou la profondeur de la coupure de filtre, mais cette fois-ci via la molette de modulation plutôt que le pitch bend. Alors voilà pour la partie gauche de notre TAL J8. Alors maintenant, on va se concentrer sur la partie haute du moteur de synthèse, hein, avec la première section qui s'appelle LFO, donc Low Frequency Oscillator, ou oscillateur à basse fréquence, qui va nous permettre de moduler certains paramètres. Le premier fader ici, la première tirette, nous permet de régler la vitesse d'exécution du LFO. Avec Delay Time, on va appliquer un retard à notre LFO. Le rotatif qu'on trouve à droite nous permet de sélectionner la forme d'onde du LFO. Donc la première forme d'onde ici est une sinusoïdale. La seconde est une dent de scie. La troisième sera une carré ou pulse, mais on ne va pas pouvoir changer la largeur d'impulsion, donc en fait c'est une carré. Et la dernière des formes d'onde, c'est un random ou sample and hold. Quand je clique sur Trig ici, à chaque fois que je vais appuyer sur une note, je vais retriguer le LFO. Et avec Sync ici, on va utiliser le tempomètre pour venir contrôler la vitesse d'exécution du LFO. Et du coup, le fader de rate eh bien, va utiliser plutôt des subdivisions du tempo plutôt qu'une fréquence qui était exprimée tout à l'heure, on l'a vu en Hertz. Voilà. Alors juste après la section LFO, on trouve la section VCO Modulator qui va nous permettre de moduler la hauteur des VCO. Alors la première tirette ici utilisera le LFO pour venir moduler effectivement la hauteur des VCO. Plus on va pousser la tirette vers le haut et plus l'action sera profonde dans le sens positif. Et dans le sens négatif pour l'inverse. La seconde tirette va nous permettre de faire la même chose, mais cette fois-ci d'utiliser l'enveloppe numéro 1 plutôt que le LFO pour moduler eh bien, la hauteur de notre pitch. On va voir ça ensemble. Avec le switch à 4 positions ici, on va sélectionner eh bien, finalement le comportement des VCO face au modulateur. Sur la position BOF ici, les deux oscillateurs vont être modulés par les modulateurs. Sur la position VCO2, seulement le VCO2 va bénéficier des modulateurs. Sur la position VCO1, donc effectivement, ce sera le VCO1 qui va bénéficier de ces modulateurs. Et sur la position X mode, eh bien, on va appliquer une modulation croisée pour venir moduler la hauteur des VCO. Donc soit avec l'enveloppe, soit avec le LFO, mais on obtient tout de suite des timbres hyper cool. Avec déjà deux petites tirettes, comme ça on arrive à obtenir des timbres vraiment particuliers et vraiment sympas. Alors, juste à côté de ce switch à 4 positions, on va trouver la profondeur de la modulation de la forme d'onde carré ou pulse, je devrais dire.
Le switch à 4 positions ici me permet de sélectionner qu'est-ce qui va justement agir sur la largeur d'impulsion de la forme d'onde impulsion. Donc on vient juste de le voir hein, dans la position manuelle, c'est effectivement la position de la tirette ici qui va déterminer la largeur d'impulsion. Comme on vient de le voir. Avec LFO, eh bien cette fois-ci c'est le LFO qui va prendre le contrôle sur la largeur d'impulsion de la forme d'onde impulsion. Avec enveloppe 1 ou enveloppe 2, c'est l'une des deux enveloppes qui va venir moduler effectivement la largeur d'impulsion de cette forme d'onde, pulse ou impulsion. En cliquant sur Inverse ici, on va venir utiliser une image miroir des modulateurs pour moduler la largeur d'impulsion. Par exemple avec le LFO ici, si je prends une forme d'onde dents de scie en position normale, on a bien effectivement une action montante, et puis en position inversée, eh bien, on va avoir une dent de scie descendante finalement pour moduler. Ok ? Alors, juste à côté de la section VCO Modulator, on va trouver le premier VCO. Le synthétiseur en comporte deux. La première section VCO ici est composée de 3 rotatifs et tirettes en tout. La première tirette ici nous permet de régler la profondeur de la cross-modulation. Donc la cross-modulation, c'est une intermodulation entre les deux VCO. Avec Range ici, on va pouvoir sélectionner la hauteur de notre premier oscillateur. Waveform va nous permettre de sélectionner la forme d'onde utilisée pour l'oscillateur numéro 1. La première des formes d'onde ici sera une triangle. La seconde, une dent de scie, en l'occurrence montante. La troisième, c'est une forme d'onde impulsion, donc on a la possibilité, comme on l'a vu tout à l'heure, de choisir la largeur d'impulsion. Et la quatrième forme d'onde sera une forme d'onde carrée, on ne pourra pas, ou pulse, mais on ne pourra pas cette fois-ci changer la largeur de l'impulsion de celle-ci. Alors on va commencer avec le pulse. Ensuite le rectangle. Ensuite le dent de scie. Et pour terminer, le triangle sur l'oscillateur numéro 1. Juste après, on va trouver la section VCO2, donc le second oscillateur, qui diffère un tout petit peu. On trouve un premier switch ici qui nous permet de synchroniser les oscillateurs. Avec le second switch ici, on va pouvoir transformer l'oscillateur numéro 2 en LFO. Le rotatif Fine Tune ici va nous permettre de doser finement l'accordage de notre second oscillateur. Ça peut également être très utile dans le cadre d'une synchronisation des deux oscillateurs pour obtenir des timbres un petit peu métalliques. Avec Waveform ici, on va pouvoir sélectionner la forme d'onde de notre second oscillateur. On a deux différences notoires. La première des formes d'onde sera une sinusoïdale plutôt que le triangle qu'on trouve ici. La seconde, bon, bah, c'est une dent de scie comme pour l'oscillateur numéro 1. La troisième forme d'onde sera une forme d'onde d'impulsion dont on pourra régler la largeur via, toujours pareil, cette tirette qui est ici. Et puis, on trouve également un générateur de bruit en bout de course de notre sélecteur de waveform pour l'oscillateur numéro 2. La dernière section de la partie haute de notre synthétiseur se propose quant à elle de venir mixer le signal entre les deux oscillateurs. Voilà. Voilà pour la partie haute du TAL J8. Alors maintenant, concentrons-nous sur la partie centrale de l'interface qui est ici et qui débute à gauche avec la section des filtres.
Le premier des filtres sera un HPF, donc un High Pass Filter. Il va s'agir de filtrer les basses fréquences pour ne laisser passer que les hautes fréquences. Ça va permettre, comme je dis assez souvent, de dégraisser un peu le signal. Alors juste à côté, on va trouver le VCF qui consiste en un low pass filter multipole. On a la possibilité de sélectionner avec ce petit switch à 2 positions ici eh bien, la polarité, donc 12 dB par octave ou 24 dB par octave. Le filtre va auto-osciller, notamment grâce au paramètre de résonance qui est ici, et on va voir ça ensemble. Donc maintenant 24 dB. Juste après ça, on va trouver la petite balance qui va nous permettre d'utiliser l'enveloppe, une des enveloppes, pardon, pour venir moduler justement la fréquence de coupure du filtre. Donc ces valeurs peuvent être négatives ou positives. Juste après ça, on va sélectionner justement l'enveloppe qui va nous permettre de faire cette modulation. Donc l'enveloppe numéro 1 en haut ou l'enveloppe numéro 2 en bas. Juste après, on va trouver la tirette qui va nous permettre de moduler la fréquence de coupure du filtre grâce au LFO. Keyfollow va nous permettre d'utiliser un suivi de clavier pour la coupure du filtre. Autrement dit, plus on va jouer bas, plus le son va être étouffé, et plus on va jouer haut, plus le son va être lumineux, plus le filtre sera ouvert. Ou alors, inversement, si on inverse les valeurs, puisque comme pour les autres valeurs marquées d'un trait rouge, cette tirette peut être positive ou négative, comme on le voit également ici à l'écran, qui s'affiche lorsque je bouge la tirette. Juste à côté, la petite tirette Velocity Sensitivity va nous permettre d'utiliser la force de jeu pour moduler le filtre cette fois-ci. Juste après la section VCF vient la section VCA. Alors, la première tirette Level ici va nous permettre de régler le volume du VCA. Alors juste à côté, on va trouver une tirette qui s'appelle Velocity Sense. Il va s'agir d'utiliser la force de jeu cette fois-ci pour moduler la puissance de sortie de notre VCA. Juste à côté, on va pouvoir utiliser le LFO pour créer un trémolo. Alors, après la section VCA, on va trouver la section enveloppe, il y en a deux. Ce sont deux enveloppes ADSR qui présentent à peu près les mêmes paramètres, si ce n'est vraiment les mêmes paramètres. Donc, il y a effectivement une tirette d'attaque, une tirette de decay, une tirette de sustain, et puis une tirette de relâchement release. Avec le petit switch à 2 positions ici qui follow, l'enveloppe va aussi bénéficier d'un suivi de clavier. Autrement dit, plus on va jouer en bas du clavier, plus l'enveloppe sera relâchée et longue. Et plus on va jouer en haut du clavier, plus l'enveloppe aura une action plutôt courte. En dessous de la section enveloppe, on va trouver une section qu'on ne trouvera pas sur la version hardware, qui est assez complète. Je ne sais pas trop comment l'appeler, une section un peu service, je dirais. Alors les deux premiers rotatifs ici globaux vont permettre de régler l'accordage général de notre synthétiseur pour le premier rotatif et puis le panoramique pour le second. Les deux rotatifs MPE ici vont me permettre d'utiliser les claviers dotés de la technologie MPE pour moduler notamment le filtre, mais également, on le voit, le volume. Mais ça fonctionne aussi avec les claviers qui ne sont pas MPE, puisque par exemple mon Keystep 37 que j'utilise pour les démonstrations n'est pas équipé de la technologie MPE, et j'ai la possibilité, alors ça ne marche pas avec le filtre, mais par exemple avec le volume, vous voyez. Alors la section unisson ici va nous permettre d'affiner un peu notre réglage d'unisson, si on utilise le synthétiseur en mode unisson ici. On va pouvoir empiler des voix, détuner ces voix, c'est-à-dire désaccorder ces voix, mais également écarter ces voix sur la stéréo. On va bien évidemment écouter ce que ça donne. On va empiler par exemple 6 voix.
Voilà pour la section unisson. Juste à côté, on va trouver eh bien, le service de calibration pour nos voix. Alors avec VCO ici, on va rajouter de la brillance aux oscillateurs. Drive va permettre d'affiner le drive de notre filtre, alors que résonance va nous permettre de rajouter un petit peu de résonance au filtre. Et la section enveloppe va nous permettre de modifier légèrement le decay de nos différentes enveloppes. Alors ensuite, on va trouver un tout petit bouton sur lequel on peut cliquer qui s'appelle FX Lock. Il va s'agir de conserver les réglages d'effets à travers les presets. Parce qu'effectivement, le Gbit est équipé eh bien, d'un délai qu'on a ici sous les yeux. Alors on va détailler cette section délai. Alors WED va nous permettre de balancer entre le son sec et puis uniquement l'effet. Avec Time, on va pouvoir régler le paramètre de temps du délai. Donc super sympa hein, comme délai. Alors ici on a un petit bouton à cliquer qui s'appelle Sync qui va nous permettre de synchroniser notre délai à la vitesse d'exécution de l'application haute. Spread va nous permettre d'écarter les répétitions sur la stéréo de notre signal. Donc pareil, des valeurs négatives et positives. Et si on est au centre, on a un délai mono. Alors juste à côté, on a une section High Pass Filter. On va pouvoir enlever un peu de gras à notre signal de répétition, enfin aux répétitions, pardon. Low Pass Filter va nous permettre de faire l'inverse, c'est-à-dire de couper un peu les fréquences aiguës du signal. Les répétitions, vous voyez. Et puis Feedback va nous permettre eh bien, effectivement d'ajouter des répétitions pour avoir un signal qui se répète jusqu'à faire partir en sucette. Alors juste après, on va trouver un chorus, je dirais un petit peu Juno-like, c'est-à-dire à deux boutons. Alors maintenant, on va se concentrer sur la dernière partie de l'instrument. Il y a des fonctions vachement sympas. Notamment ici, on voit les deux premiers boutons de type TR-808 bleu qui s'appelle Lower et Upper. Eh bien, il s'agit finalement de deux panneaux différents. Vous voyez, c'est comme si on avait deux instances du synthétiseur. Mais comme on l'a vu un peu plus tôt dans ce revutoriel, on a la possibilité de balancer le signal entre les deux. Alors voilà, effectivement, la section panel ici est quand même très puissante parce qu'elle nous propose finalement de mixer deux fois le même synthétiseur. On peut faire deux réglages totalement différents et puis venir mixer un petit peu entre les deux ici pour obtenir des timbres particuliers. Alors évidemment, à côté de ça, on va trouver des fonctions d'édition. On va pouvoir copier un panel et puis le coller sur l'autre. On va pouvoir également sauvegarder des panels. Donc avec Dual ici, effectivement, on va pouvoir balancer entre les deux panneaux. Avec Split ici, eh bien, la partie basse de notre clavier va jouer la partie basse, le panneau bas, et puis la partie haute va jouer le panneau haut. Vous voyez là, je suis en train de jouer en bas et en haut de mon clavier. Et donc j'ai effectivement les deux panneaux. Et puis en mode wall, eh bien, on va se concentrer sur un seul des panneaux, et ce sera celui qui est sélectionné ici. Alors avec Hold ici, on va pouvoir maintenir une touche enfoncée sur l'un des deux panneaux ou sur les deux hein, si on le souhaite. Alors Async Mode va nous permettre de gérer le comportement polyphonique de notre instrument. On a d'abord un mode solo qui va nous permettre de jouer en mode mono finalement. Le mode unisson, on a vu tout à l'heure ce que c'était. Hein. On a la possibilité d'empiler des voix et puis notamment de les désaccorder via ces rotatifs qui sont ici, puis les écarter sur la stéréo. Et on a deux modes poly différents. Un mode poly avec un nombre de voix limité et puis le mode poly 2 qui va nous permettre d'utiliser oui, effectivement le stealing de voix. Alors la dernière section de notre instrument de musique va être l'arpégiateur. On a trois modes. Up,
Ensuite, on a un mode down, up and down, random, donc aléatoire. Et ensuite, on a la possibilité d'ajouter des octaves, jusqu'à 4 octaves à l'arpège qui est joué. Quand on clique sur Show Keyboards ici, eh bien effectivement, on va révéler le clavier. On va trouver ici à gauche une molette de pitch bend, une molette de modulation, et puis ici, on a la possibilité de transposer notre clavier. Et enfin, la petite tirette qui est ici, vous m'avez vu l'utiliser plusieurs fois et puis elle revient sur tous les instruments de l'éditeur, va me permettre de redimensionner la taille de de mon synthétiseur. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour la présentation du nouveau synthétiseur de chez TAL Software. J'ai nommé le TAL J8. Donc effectivement un super synthétiseur. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.